Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui sur ce fabuleux webinaire sur les subventions et les projets dans l'intelligence artificielle. J'ai le plaisir d'animer ça aujourd'hui. Mon nom, c'est Vincent. J'ai le plaisir d'animer ça avec les deux invités formidables que je vais laisser présenter en quelques instants, que Jonathan de l'agence Enware et Samy du bailleur de fonds Promptinov. Le but du webinaire, c'est de présenter un peu c'est quoi les différentes subventions et projets possibles en ce moment dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle. On comprend que c'est un peu un sujet nébuleux des fois pour beaucoup d'entreprises. C'est quoi de l'IA? C'est quoi de l'innovation? C'est quoi les subventions disponibles pour ça? On essaie d'y répondre aujourd'hui. Puis lors du jour, brièvement, là, on va se présenter rapidement. Hello Darwin, je vais le faire très rapidement. Vous l'avez entendu trop souvent. Après ça, Samy va nous présenter un peu c'est quoi les subventions actuelles et à venir chez Promptinov. Jonathan va nous présenter c'est quoi les projets qui peuvent justement être faits et qui ont déjà été faits pour des projets d'innovation, d'intelligence artificielle. Après ça, je vais venir ajouter mon grain de sel avec c'est quoi les autres subventions disponibles pour des projets du genre. Puis on va se passer la balle à tour de rôle sur des études de cas, puis c'est quoi les applications concrètes, de comment est-ce que vous pouvez mettre ça en action. On part avec ça. Donc, Hello Darwin, encore là, je le fais rapidement. C'est qui? On est une entreprise montréalaise basée à Montréal, donc depuis 2017, qui a aidé 15 000 entreprises, plus de 15 000 entreprises canadiennes depuis notre lancement. Puis notre but, c'est justement d'aider avec l'optimisation du rendement des entreprises québécoises à travers de la planification de leurs projets d'entreprise, de leur sous-traitance et du financement de ces projets-là à travers les différents leviers financiers disponibles. Je passe la balle à mon ami Samy. Salut, merci beaucoup de nous recevoir, Vincent. Vraiment très content d'être ici avec vous deux. Prompt, je sais qu'on ne nous connaît pas nécessairement beaucoup, tout dépend des milieux dans lesquels on travaille. Notre rôle, en fait, on a été mis en place il y a maintenant 20 ans sous le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. En fait, on est vraiment financé par le MEIE. Notre rôle, c'est le plus gros de nos rôles, en fait, c'est de financer des projets d'innovation pour les PME. On est là justement depuis 20 ans. On a beaucoup d'entreprises qu'on a aidées. On travaille aussi beaucoup avec le milieu universitaire, le milieu académique, avec des centres de recherche. Donc, on a vraiment deux rôles importants. Un, financer des projets d'innovation. Deux, vous permettre de trouver l'expertise qui vous permet de dérisquer vos projets d'innovation. Donc, vous mettre en relation avec les bons chercheurs, la bonne expertise, avec des entreprises avec qui vous pouvez collaborer. On fait partie d'un regroupement sectoriel de la recherche industrielle. Donc, au total, 9 organisations comme la nôtre. Nous, on est dans les technologies d'information et de communication. Donc, tout ce qui est projet de données, donc tout ce qui traite, capte, génère, opère, transmet des données. Souvent, on peut financer des projets d'innovation. Dans les autres, peut-être que vous connaissez MedTech, CRIAC, Prima ou autres, c'est vraiment dans chacun secteur d'activité différent, que ce soit médical, aérospatial et autres. Donc, pour un petit résumé, c'est à peu près ça. Après ça, on a beaucoup de programmes de financement qui vont. Le meilleur, c'est de nous contacter et de discuter avec nous pour voir si vos projets s'appliquent et si on peut vous accompagner. Excitant. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Jonathan? Good. Merci de nous recevoir. Merci à tous ceux qui regardent le podcast aussi, le webinaire. Chez Enware, on est spécialisé dans les solutions d'affaires pour PME depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans. En fait, on a des solutions PME et grandes entreprises. Donc, dans nos solutions, on parle de ERP, donc Enterprise Resources Planning, donc tout ce qui est gestion d'une entreprise, qui va s'adresser principalement à des PME chez nous. On a une portion aussi gestion d'entrepôt, où est-ce qu'on est très spécialisé dans la gestion d'entrepôt qui s'adresse à des PME. Les deux autres lignes de produits sont le CRM, donc Customer Relationship Management, qui s'adresse à tout type d'entreprise, et le BI, Business Intelligence, qui peut s'adresser autant à des PME que des moyennes ou des grandes entreprises. Donc, deux solutions PME, puis deux solutions qui s'adressent à tout type d'entreprise. Cool. Avant d'embarquer dans le sujet croustillant de Samy puis les subventions de Promptinov, je voulais aussi rappeler que si jamais vous avez des questions pour nous autres, il y a un Q&A dans le Zoom où est-ce que vous pouvez juste poser vos questions. On va y répondre dans le chat. Je vais interrompre la team pour qu'on puisse en parler directement. Puis on va aussi avoir une session à la fin. Donc on va faire un peu les trois, mais le but c'est ça, c'est que ça soit une conversation un peu libre pour voir comment est-ce qu'on peut se rendre à l'information le plus clair puis le plus concrètement possible. Donc si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, puis on va pouvoir y répondre. Good. Je passe le clicker. Je prends le relais. Ça va peut-être être un peu lourd. Je ne veux pas passer trop de temps non plus sur chacune des subventions. Mon but, en fait, c'est que vous compreniez qu'on a différents programmes de financement et qu'on puisse vraiment travailler un à la fois en fonction des différents projets que les entreprises qui écoutent en ce moment pourraient avoir dans le futur. Donc, chez Prompt, on a deux manières de financer. On a du financement qui est dit académique et du financement en entreprise.
Quand je dis académique, c'est si par exemple, vous êtes une entreprise, vous n'avez pas nécessairement l'expertise ou le temps à consacrer sur un projet d'innovation. Ce qu'on permet de faire, c'est de déléguer votre projet à une université, un centre de recherche ou un CCTT, donc Centre collégial de transfert technologique. Souvent, c'est des centres qui sont affiliés à des cégeps. Ce qu'ils vont faire, c'est eux-mêmes faire la réclamation de subvention. Donc, chez Prompt, on peut financer, on va passer à la prochaine pour que vous puissiez voir, on peut financer jusqu'à 40 du projet, donc jusqu'à 500 000 par année, jusqu'à 3 ans maximum. Et on peut souvent pallier avec du fédéral qui vont aussi mettre un autre 40 Donc, ce qui fait que le projet va être financé jusqu'à 80 C'est sûr qu'après ça, c'est le centre de recherche qui va aller chercher ce gain-là, donc ce remboursement-là. Mais ça vous permet d'aller chercher un projet d'innovation assez poussé sans nécessairement avoir embauché une expertise. Et vous mettez la contrepartie qui n'est pas financée, donc le 20 restant. Ça devient très intéressant là, pour votre dollar, vous en faites 4, ça devient... Et aussi, ça t'évite à... Justement, ça dérisque le projet dans le sens que tu le délègues à justement des collèges, tout ça, qui ont l'expertise, qui ont déjà des systèmes d'apprentissage, de recherche déjà mis en place. Exactement. Tu leur confies ça, puis justement, tu t'enlèves aussi cette charge de travail-là qui te ralentirait sur le quotidien, j'imagine. Exact. Ouais. C'est ça le but. C'est de dérisquer. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'avoir une expertise sans avoir à l'embaucher. Tu sais, déjà, si toi, tu as un projet peut-être d'intelligence artificielle, est-ce que tu vas en avoir 4 autres? Peut-être pas. Fait, est-ce que tu vas engager 10 data scientists chez toi qui, eux, est-ce qu'ils vont vouloir travailler pour un projet sans savoir qu'ils vont avoir une job pour le futur? Est-ce que vous avez les moyens de mettre autant d'argent là-dedans? Donc, c'est vraiment pour permettre aux entreprises d'innover sans prendre tous les risques sur leur dos. À ce moment-là, le centre, est-ce qu'ils font comme un lab un peu? Peuvent-tu aller jusqu'à dire, OK, mettons que nous, on fait un projet de gestion d'entrepôt avec des robots, puis le client a un environnement spécial, puis on veut tester dans un environnement spécial ce qu'on veut mettre en place comme innovation technologique. Est-ce que ça pourrait être un projet que nous, on fait avec un client, mettons, Anware et un client ensemble? Oui, ben, ce serait potentiellement, c'est sûr que là, c'est un cas spécifique. En fait, ça dépend quel niveau d'effort vous mettez. Okay. Est-ce que la majorité fait en centre de recherche? Là, oui. Puis dans certains centres, ce qui est cool, c'est qu'ils ont des laboratoires vraiment pour faire du test. Okay, donc, il y a des centres d'expertise qui sont plus poussés justement dans l'industriel ou autre, qui peuvent vous faire des tests sur des lignes de production, par exemple, qui sont là pour justement tester des innovations. Vraiment concrètement, exactement. Voir s'il y a un gain de productivité. Oui, c'est tout à fait possible. Jonathan, tu es juste venu ici pour couper la ligne des Q&A, hein, toi? Oui, tout le monde. Allez, vas-y. C'est parfait. On est là pour ça, je pense. Non, s'il y a des gens qui ont des questions, c'est bien correct. C'est une très bonne question. Puis justement, c'est quoi l'application concrète de ces subventions-là? C'est pour ça que c'est le fun d'avoir cette conversation-là. C'est sûr, c'est parce que ça paraît abstrait, surtout quand on parle de travailler avec des centres de recherche. Des fois, on se dit, écoute, je suis pas là pour faire de la recherche fondamentale. C'est pas nécessairement le cas. On est là pour créer des projets qui vont se retrouver sur le marché ou dans vos entreprises. On n'est pas là pour faire de la recherche. Les universités ont déjà ces mandats-là. Ils ont déjà des projets de recherche. Ça nous fait peur, je pense, quand on se fait dire on fait ça avec un centre de recherche, on fait ça avec une université. C'est comme ouf, dans quoi je m'embarque? Exact, ça va être long, ça va être lourd. C'est sûr qu'il y a des délais qui sont souvent plus longs parce que tu n'as pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Par contre, c'est une expertise qui est dur à aller chercher. Donc, il y a des pour et des contre. Puis après ça, il y a des discussions de propriété intellectuelle et autres qui entrent dans le débat aussi. Il y en a des fois qu'il faut le partager, des fois on peut... ça dépend des ententes, exactement. Fait que oui, il y a des pour et des contre. Puis les entreprises, ça peut être autant une PME qu'une moyenne ou une grande entreprise? Exactement. Les montants varient entre chaque, mais oui, ça peut être une PME jusqu'aux grandes entreprises sans problème. Good, intéressant. Bon, là, je vais passer vite là-dessus. On a aussi des programmes le mot quantique, innovation là, tu vas faire peur. C'est ça. Là, tu vas faire peur. Ça s'en vient. Là, c'est sûr que ça se passe beaucoup en centre de recherche. Pas encore vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des ordinateurs quantiques ou autres dans les entreprises. Fait que c'est sûr qu'on pousse vraiment vers la collaboration avec des centres de recherche pour ce genre de projet. Mais ça s'en vient. Là. Il y a des entreprises qui commencent à le prendre en charge aussi. Là, j'avais compris qu'au Québec, on est vraiment en avant, je pense, sur le milieu quantique. Je pense que c'était à Sherbrooke, en tout cas une ville au Québec, il y a vraiment une grosse avancée dans le milieu quantique. J'ai l'impression qu'on est beaucoup au devant de ça. Oui, on a vraiment beaucoup de recherche qui se fait là-dessus. On a beaucoup d'investissements qui se fait. Je pense que le ministère de l'Économie est là justement pour garder un pied en avant. Fait il y a beaucoup de trucs qui se brassent en ce moment. Puis je pense que ça va débloquer assez vite, là, un peu comme l'AI en 2017. Là, on ne savait pas trop ce qui se passait, puis c'est arrivé... Dès qu'on trouve une façon de le rendre accessible. C'est ça. Tout le monde a pu... ça va juste aller plus vite à un certain moment. Intéressant.
Programme en IA. Donc là, vite, là, c'est une grosse slide pour dire qu'on n'a pas encore de programme à ce jour. Les programmes qui étaient là par le passé, le programme d'innovation en intelligence artificielle, ne sont plus en place. Donc, ce qui va venir, ça va être des programmes qui vont être plus collaboratifs. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore de programme fixe, je veux juste être clair là-dessus. Mais ce qui va être mis en place, c'est des projets en intelligence artificielle qui sont faits entre 2 entreprises minimalement. Donc, des répartitions de coûts, des répartitions de propriété intellectuelle pour avoir des projets qui sont de plus d'envergure. Parce que c'est sûr que l'AI est un peu balancé à toutes les sauces. Ouais. Exactement. On veut vraiment se concentrer sur des projets qui vont avoir un plus gros impact, qui vont être facilement adaptables à la société. Pour qu'on puisse voir un impact rapide. Génial. Puis, donc, ça ne sera pas Partner AI, ça va être une autre itération. Puis c'est justement avec d'autres... C'est genre plus pour de l'innovation, j'imagine, dans le milieu AI. Pas juste intégrer ChatGPT à ton site. Exact. Non, c'est ça. On est plus là. Je veux dire, ça coûterait moins cher dans certains cas. Moi, je l'encourage vraiment. Là. Ça vaut la peine. Oui, tout à fait, de regarder c'est quoi les options. Pour des solutions sur mesure, pour là, on parle plus d'innovation ou lorsqu'il y a vraiment du développement supplémentaire, là, on est plus dans l'innovation. En gros, il faut trouver des incertitudes technologiques. S'il n'y en a pas, puis c'est juste de l'implémentation avec un API, on n'est pas nécessairement là. Il faut qu'il y ait de l'innovation là-dedans. Exactement. Puis ce mot-clé-là d'incertitude technologique, à chaque fois que je parle à un bailleur de fonds, je le réentends. Donc, rappelez-vous-en parce qu'il est en effet très important, je pense, pour ce type de projet-là. Oui, puis ça te ramène au cégep, là, ton hypothèse 0, H0, H1, c'est comme c'est quoi. Il faut qu'il y ait une incertitude. Programme de cybersécurité, encore là, on est encore un peu en manque de fonds. Là. Il y a eu des renouvellements de budget, vous avez vu là, au provincial récemment, fait qu'on attend des renouvellements pour chacun des programmes. Cybersécurité, on a des programmes en innovation en cybersécurité, mais aussi des programmes de certification. Donc, on encourage les gens à se certifier lorsqu'ils ont une innovation, que ce soit l'ISO 27001 ou SOC 2 ou peu importe. Des fois, dans certains cas où tu as une innovation, tu n'as pas le choix d'avoir certaines certifications pour pouvoir vendre dans un certain milieu, par exemple médical, ou encore aller chercher certains fournisseurs. Nous, on permet de financer ce genre de certification-là. En innovation, comment ça s'applique? En innovation, c'est si, par exemple, vous avez un projet d'innovation en cybersécurité, dans le sens où, je ne sais pas, tu développes une bébelle pour fouiller dans le dark web. OK. C'est vraiment, donc, peut-être des entreprises en TI, même peut-être plus. Exactement, un peu plus. J'étais curieux de savoir comment... Oui, c'est vraiment précis des projets d'innovation en cybersécurité. Fait que ça s'applique à moins de gens, mais il y a quand même un gros marché au Québec. On est quand même on est fort là-dedans. OK. Puis comme Partner IA, c'est le puits, il n'y a plus beaucoup d'eau en ce moment, mais il va pleuvoir bientôt, c'est ça? On espère qu'il va pleuvoir. On regarde la météo, là. Génial. Et finalement, le programme CISPEM qui a été lancé, en fait, très récemment, mais qui arrive à sa fin en termes de budget, parce qu'on a vu qu'il y a vraiment une grosse demande là-dessus. CISPEM, qui est un acronyme pour Soutien à l'innovation et la productivité des entreprises manufacturières, qui vient dans le cadre de l'offensive de la transformation numérique. Donc, on a reçu des fonds pour financer des projets d'innovation à travers le CISPEM. OK. Il y a 2 manières deux enveloppes, en fait. On a des enveloppes pour le cahier de charge qui permet, en fait, aux entreprises manufacturières de détecter s'il y a vraiment un nœud dans leurs usines, dans leurs entreprises, qui ont un besoin de développer des solutions personnalisées. On n'est pas là, justement, comme l'Audi 4.0, pour regarder c'est quoi votre besoin de transformation numérique. On vient vraiment par projet. Est-ce que ce projet-là a vraiment un gain de productivité? Donc, ce qu'on permet de faire, en fait, c'est de financer un cahier de charge qui va jusqu'à 10 000 $. On finance 50 %. On peut faire 3 cahiers de charge par entreprise. Donc, vous pourrez avoir 3 projets que vous pouvez tester. Ça, vous devez le faire avant le 30 septembre. Donc, ça va vite. On a besoin de vider cette enveloppe aussi rapidement. Il y a beaucoup de gens qui ont cette demande-là. Mais ce que ça permet de faire, c'est si vous avez un projet d'innovation dans votre entreprise, c'est de ne pas engager jusqu'à 200, 300, 500 000 $ d'un coup, sans même savoir si ce projet va vous apporter quelque chose. On est là pour voir est-ce que c'est bon nœud technologique qu'on vient gratter. Est-ce que vraiment il y a un gain? Est-ce que ça va vous permettre d'aller sauver de l'argent éventuellement? On s'assure du retour sur investissement, dans le fond, de la 100%. solution. Puis en faire 2 ou 3, justement, ça te permet de comparer par quel projet est-ce que je commence aussi. Ouais. Exactement, c'est vraiment venir hiérarchiser tes projets. Savoir, OK, mais on va commencer par ça, c'est lui qui a le plus gros grain, c'est lui qui est peut-être le plus rapide aussi, c'est de ça qu'on a besoin davantage. Mais nous, on a une liste d'experts aussi disponible sur notre site Internet avec qui on travaille, qui peuvent monter ces cahiers de charges. Donc, si vous voulez aller regarder, c'est disponible. Et après ça, on a des projets, un programme qui est financé
des projets pour les entreprises manufacturières qui ont des projets d'innovation. Donc, que ce soit des solutions, on parle d'interopérabilité, donc pour mettre tous les systèmes en place pour qu'il y ait de la connexion à travers l'usine au grand complet pour que tout le monde puisse se parler. On a des projets justement un peu plus en intelligence artificielle, automatisation, donc tout ce qui est projet pour augmenter la prévision, la formation, le contrôle de qualité. À peu près tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est vraiment de la valorisation des données, en gros. OK. Et des projets pour lorsque vous avez une acquisition ou encore vous avez des machines en place, bien, vous avez besoin d'ajouter une couche technologique pour que ça fonctionne à travers le système de votre manufacture. Bien, là, on peut rajouter la couche technologique que vous voulez ajouter, bien, nous, on peut financer ce projet-là. Présentement, ce programme-là est en pause aussi. Ben, est en pause. L'enveloppe se vide à l'instant, mais elle va être renouvelée normalement en mars 2025. Donc, je vous conseille les cahiers de charges pour le moment. Puis après ça, on verra s'il y a un besoin plus grand. Puis, tu sais, de toute façon, de planification du genre, justement, s'il faut commencer son cahier de charges d'ici septembre, tu le commences en juillet. Exact. Puis avec les gens en vacances, avec ça, facilement, ça se finit en décembre. Les gens aimeraient se dire que ça va finir plus vite, mais bon, en tout cas, ça se finit à l'automne, puis début. Puis après ça, il faut monter un projet, puis après mettre ça, les équipes en place, il exact. faut déterminer quand ça commence. Fait que, tu sais, toute cette réflexion-là vaut la peine d'être prise tout de suite parce qu'après ça, on va avoir un budget, oui, mais ça risque d'être la même chose. Les premières entreprises qui ont des projets déjà montés, mais on va les soumettre. Exact. Ça va aller plus vite. C'est le projet le plus monté, tu sais, qui se fait écouter en premier. Ouais. C'est à peu près ça. Donc, je laisse la parole, je crois, à Jean. Yes. Merci. C'est quoi des projets d'innovation puis d'IA? Parle-nous boy. ça. Ouais. Il y en a beaucoup. On n'a pas tant de temps. Ouais, Tu c'est sais, ça. on va regarder le temps qu'on On a. est 45 minutes 50 à peu près. OK, Puis good. ça. Ben, en fait, dans les projets d'innovation, il y a toutes sortes de projets qu'on peut faire. On peut partir de projets vraiment simples comme enlever, faire du sans-papier. C'est de base, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'automatisation, exemple au niveau des payables. Fait que si je prends ça comme exemple, souvent, les gens vont gérer, ils vont avoir des factures, exemple fournisseurs, qui vont rentrer dans leur entreprise, puis ils vont avoir quelqu'un qui va taper ça dans leur système manuellement. Alors qu'aujourd'hui, avec des logiciels, on peut facilement capter les factures. Il y a de l'intelligence artificielle qui reconnaît ce qu'il y avait là-dedans. On fait le match, mettons, avec le PO qui avait été fait, la réception de marchandises, puis on relâche le paiement automatique. Fait que, tu sais, c'est simple, ça se met en place facilement, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font encore ça manuellement. Un de nos clients, il y avait 16 personnes au compte payable, puis il y avait de la misère à payer leurs fournisseurs à temps parce qu'il y avait trop de demandes, il y avait de la difficulté à recruter, puis ils sont tombés avec beaucoup moins de personnes après avoir... Beaucoup de personnes, 16. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'était une entreprise qui était, celle-là, un petit peu plus grosse. Là. Mais 16 personnes ont perdu leur emploi. Non, bien souvent, C'est en ça. fait, tu sais, la situation présentement des entreprises, c'est plus... tout le monde a de la difficulté à recruter. Fait que ce qui arrive en réalité, c'est qu'ils prennent ces gens-là puis ils les affectent ailleurs dans l'entreprise parce qu'ils connaissent déjà l'entreprise, les produits, les services. Donc, ils veulent pas réengager puis reformer quelqu'un. Ils veulent juste bouger. Puis ces jobs-là, surtout, c'est les jobs que tu as le plus de turnover parce que tu as juste une job de rentrer des données à gauche, à droite. Tu te sens pas valorisé dans cette job-là. Tu sens pas qu'il y a du changement. C'est pas une job qui est tant le fun. Donc, moi, en tout cas, ce que je remarque, en tout cas, des entreprises qu'on accompagne, en effet, c'est exactement ça. C'est, on a une personne qui le fait en ce moment, mais elle aime pas ça. Elle aimerait ça que ça se fasse autrement. Puis on aimerait ça engager d'autres mondes, mais personne ne veut faire ce job-là. Ou, c'est exactement ça. Mais même affaire côté ERP, souvent, les gens pensent que toutes les entreprises ont des ERP en place, mais c'est fou comment que c'est pas vrai. Il y en a beaucoup que le ERP, c'est Excel. En tout cas. Ouais, Excel ou un écran vert. Il y en a qui ont remplacé leur système ERP il n'y a pas si longtemps que ça, puis c'était du DOS, exemple. Là, puis il y en a encore plein des entreprises qui sont sur du AS400. Puis encore là, la difficulté, c'est que les gens qui travaillent avec ces logiciels-là, ils quittent parce que qui aime ça travailler avec un logiciel noir et vert, qu'il faut que tu apprennes des commandes par cœur sur un clavier, tu n'as même pas de souris parce que ça ne fonctionne pas. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, le délai d'implémentation d'un ERP, ça peut faire peur. Là. Pour avoir entendu beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus depuis, même chose pour un CRM, là, depuis 2-3 ans pour même pas avoir de résultats encore. Je pense que c'est ça qui fait peur vers le changement. C'est la manque de planification, je dirais. Cette histoire-là, par exemple, je l'ai entendu souvent. Là, ça fait 2-3 ans, j'ai mis 100 000 $ dans mon ERP, puis mon fournisseur me dit qu'il a besoin d'un autre 150 pour finir ce qu'on s'est dit qu'on allait faire au début. C'est un projet qui a été mal planifié. T'sais, un projet, un ERP, c'est construire une maison un peu, donc tu peux très bien le faire, tu peux très mal le faire, puis tu as tous les mêmes enjeux il va y avoir plein d'imprévus,
il va y avoir des trucs qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'a pas mis dans notre scope de budget puis de timeline. Donc là, c'est là justement que ça s'allonge puis que ça prend plus de temps. Mais si tu prends le temps de faire cette planif-là comme du monde, tu t'assures de... C'est ça, c'est measure twice, cut once. Donc ça, c'est vraiment un truc de construction. Donc je pense que ça s'applique aussi très bien au ERP, la planification, parce que c'est le plus gros enjeu, j'ai l'impression. À 100%. Il y a beaucoup... Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de bonnes solutions sur le marché en ERP. Il y a des grands noms. Nous, on est avec SAP Business One. SAP, c'est connu, mais il y a Microsoft, il y a Oracle. Il y en a plein d'autres des bonnes solutions. Mais on a vu tellement... Moi, ça fait 15 ans que je suis chez Anywhere. J'ai vu tellement de bons projets où on reprenait des projets, mettons, de Acumatica ou de gros manufacturiers, pas parce que le logiciel n'est pas bon, juste parce que ça a été mal implanté. Fait que c'est l'autre chose aussi, il va y avoir des fournisseurs qui vont dire « OK, ben, je te fais ça pas cher, puis là, ben, tu n'as pas de plan de maison. Qu'est-ce qui va arriver si tu te construis une maison, pas de plan? Ben, tu vas te ramasser peut-être avec un cabanon. » Croiser les doigts, ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que nous, on est là aussi pour aider les gens, mais s'assurer que le projet va être livré dans les délais et avec le budget. Autant, en termes d'automatisation, s'il me reste du temps, on fait aussi beaucoup au niveau de la gestion d'entrepôt. On aide les gens à se structurer dans l'entrepôt, à être plus efficace, à améliorer la productivité, à gérer des localisations. On gère des appareils, des codes à base, ces choses-là. Puis on peut aller jusque, on a des projets qu'on va parler un petit peu plus tantôt là, au niveau des robots. Je peux peut-être l'avancer. On va avoir des projets au niveau de la robotisation aussi, où est-ce qu'on va aller un petit peu plus loin. Là. On va vraiment automatiser ce qui se passe dans l'entrepôt pour essayer d'aider encore plus à la productivité, augmenter la productivité, mais aussi aider avec le problème qui est évident que les gens ont de la difficulté à recruter dans leurs entrepôts pour avoir des gens pour faire le picking, le shipping. Puis ces gens-là, dans l'entrepôt, souvent, ben pas souvent, mais ça arrive qu'ils ne sont pas tant fiables. Là, fait qu'ils ne rentrent pas un matin. Fait que là, tu as 2-3 personnes qui ne rentrent pas, ça affecte tes opérations. C'est sûr que les robots ou les cobots, là, eux autres, ben, ils sont tout le temps là. Fait que l'avantage, c'est qu'encore là, c'est pas qu'on enlève des emplois, c'est juste qu'on donne de la flexibilité à des entreprises qui, de toute façon, ils ont de la misère à recruter, puis ça freine leur expansion. Puis, vous faites pas mal des solutions où vous trouvez les technologies existantes puis vous palliez un problème, ou bien des fois, c'est vraiment du sur-mesure? On fait les deux. On essaie de prendre des technologies existantes parce que si une technologie existante, c'est plus facile à implanter. C'est moins, il y a moins de tests, de développement des tests. Là, tu trouves des bugs, tu corriges. Fait que quand tu développes, c'est un peu ça. Il y a tout le temps une mécanique qui roule en arrière avec les programmeurs. Puis c'est plus long. Donc, si on est capable de trouver une technologie existante et de l'incorporer dans notre solution pour nos clients, c'est ce qu'on va faire. S'il n'y a pas de technologie, puis là, on n'a pas le choix d'innover, mettons, bien là, effectivement, on va aller en innovation. Les projets avec les robots qu'on a fait dans les dernières années, ça a été de l'innovation parce qu'il n'y avait personne qui l'avait fait avant. Fait que là, on n'avait pas le choix. C'est souvent ça. C'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quelqu'un a déjà répondu à cette question-là avant? Puis la réponse est souvent oui, j'ai l'impression, ou en tout cas, dépendant de qui on accompagne. Là, c'est sûr, si on accompagne Meta, peut-être pas. Mais la PME québécoise, les enjeux qu'on rencontre vont souvent avoir été déjà répondus ailleurs. Puis c'est juste une bonne nouvelle dans le sens que justement, il y a des outils qui répondent déjà à ça. Donc, autant bien étudier. Oui, vraiment. On a fait des projets d'intégration e-commerce avec des partenaires aussi au Québec où est-ce qu'on a déjà des connecteurs existants. Fait un client qui disait je veux vendre sur un marketplace ou je veux vendre sur Amazon ou j'ai une boutique en ligne puis je veux connecter ma boutique en ligne avec mon ERP. Les commandes rentrent par le web, ils s'en vont dans le ERP, ils sont facturés, piqués, shippés rapidement. Mais ça se fait tout. C'est déjà tout existant. Là, pas besoin de custom. Non, on n'a pas besoin de custom. On met ça en place, puis ça fait des années qu'on fait ça fonctionne bien. Yep. Voilà. Donc, l'IA dans les logiciels. L'IA dans les logiciels, boy. On est en fait, c'est super intéressant. L'IA dans les logiciels, c'est juste que on est comme déjà en retard un peu technologiquement. Beaucoup d'entreprises sont en retard technologiquement. On parlait tantôt d'entreprises qui utilisent encore des logiciels en DOS ou d'entreprises qui utilisent encore des AS400. Ça existe encore beaucoup. C'est sûr qu'il faut regarder, est-ce qu'on a une grosse dette technologique? Où est-ce qu'on est présentement? Puis où est-ce qu'on veut aller? C'est un peu irréaliste des fois de partir de trop loin puis d'aller faire de l'IA, mettons. Ouais. Entre les deux, tu as du BI, tu as du Business Intelligence déjà que tu pourrais faire. Si ta base de données est déjà structurée intelligemment, on peut aller faire des projets, mettons, peut-être de BI en premier, puis peut-être après aller vers l'intelligence artificielle. Parce que c'est sûr qu'on avait un client il y a quelques années qui voulait faire du e-commerce, mais il était sur un logiciel, exemple DOS. Fait que là, ils nous ont contactés en même temps, c'est comme, oh boy, OK, on part de loin. Donc, la dette technologique qu'il y avait
a fait que le projet était beaucoup plus complexe de partir de où il était puis de les amener à jour, mettons, qu'une entreprise qui aurait déjà eu un logiciel en place depuis quelques années, un bon logiciel ERP, une bonne base de données, des bons processus d'affaires. C'est facile d'aller, on en parlait tantôt, d'aller vers du e-commerce. Donc, c'est sûr que c'est important de rester à jour technologiquement, je pense. Et surtout aujourd'hui, ça va tellement vite. Puis après ça, là, on peut parler d'aller vers du IA. Mais l'IA dans les logiciels, il y a tellement de choses. Là. Dans les logiciels CRM, là, tu vas avoir beaucoup de prédictions. Là. C'est ce qui est là déjà puis qui s'en vient de plus en plus. Tu vas en fait parler à ton logiciel pour lui poser des questions. Puis ton logiciel va t'amener l'information que tu as besoin de savoir ou des actions que tu as à faire. Donc, si tu as à faire des suivis sur des clients, tu vas demander à ton logiciel c'est qui les clients que j'ai contactés aujourd'hui, quels clients sont venus sur notre site web dans les 5 derniers jours. Il va te donner une liste puis tu peux aller les contacter, exemple. Donc, un CRM que j'ai vu, qu'on a considéré aussi récemment, là, que c'était justement un CRM qui utilisait de l'IA, qui enregistre tes rencontres puis il te fait un peu des recaps de ça. Donc déjà, tu sors de la rencontre, tu pèses sur un bouton, puis tu as un courriel qui dit « Hey, salut Jonathan, tu as fait un recap de la rencontre, on a parlé de telle subvention, on s'est dit telle affaire, on s'est dit qu'on se reparlait le 5 juillet. Puis c'est un bon recap. T'sais, on envoie souvent des recaps AI-generated là, qui sont un peu de tous les genres. Mais celui-là, c'était vraiment un bon. Puis en plus, c'est ça, après ça, tu utilises ça pour te dire c'est quoi tes bonnes opportunités dépendant des réactions de tes clients, puis qui a répondu ou pas, dans quelle timeline, puis il dit qui contacter aujourd'hui en fonction de ça. C'est sûrement un job que tu n'aurais même pas fait toi-même si t'avais dans ton temps. J'ai pas le temps de le faire, non, c'est ça. Envoyer un recap après une rencontre, puis les steps à faire de chacun. Exact. Puis ça c'est justement un des trucs que je fais ces temps-ci, juste envoyer le recap AI-generated. Je l'envoie comme 2 minutes après la rencontre. Je suis comme ça, c'est mon recap en AI. Je t'envoie mon human recap bientôt. Puis en attendant, vas-y avec ça. Puis là, au moins, ils lisent. Des fois, ils sont comme ça n'a pas rapport. C'est les action items. C'est Vincent dit bonne journée à l'autre. Okay, cool, merci. Mais pour comme 80, pour la règle du 80-20, là, en termes de la 80 qui est faite avec le 20% de l'effort, l'IA, il répond très bien, je trouve. Oui, exactement. Souvent, c'est ça. C'est qu'il reste encore à fine-tuner un petit côté humain à mettre là, pour le finaliser, le 20% dont tu parlais, mais le 80% il est fait. Là. Donc là, tu n'as pas besoin de retaper ton email à 80%. C'est beaucoup de... C'est déjà un bon morceau. Là, Même chose côté ERP. Il va y avoir dans ton ERP, souvent les entreprises ont des données incroyables. Là. Donc, c'est seulement d'extraire ces données-là pour prendre des décisions éclairées qui est pas difficile, mais il faut quand même que tu saches qu'est-ce que tu veux, c'est quoi les indicateurs, comment les extraire, comment aller les chercher. Les prochaines années, tu vas juste poser la question. C'est quoi les commandes qui vont impacter mon cash flow s'ils rentrent aujourd'hui, mettons? C'est quoi les PO qui ont été faites aujourd'hui qui sont en retard ou qui vont être en retard quand on va en avoir besoin pour produire telle chose dans l'entreprise. Donc, dépendamment de ce que les entreprises vont avoir besoin, là, le logiciel, l'IA va pouvoir leur donner les données sans avoir à aller consulter plein de rapports ou plusieurs indicateurs de performance. Ça va être comme... Ça va être ça. Plus besoin de downloader des CSV puis de les checker ça à gauche, à droite. Là, Ça, c'est le fun. Donc, ça revient à moi, ça. Donc, on se repasse le clicker. On se fait la chaîne. Merci tout le monde. Donc, oui, c'est ça. Tu sais, justement, dans les subventions, il y a des centaines de bailleurs de fonds, j'allais dire milliers, mais on n'est pas loin quasiment. Des centaines de bailleurs de fonds, autant au fédéral, provincial, municipal. Donc, justement, les enveloppes budgétaires vont varier. Puis, ils vont être plus remplis, plus fermés, dépendant de quel bailleur de fonds, puis quel moment de l'année est-ce qu'on en parle et de quel projet, évidemment. Donc, souvent, ce qu'il faut faire, c'est voir c'est quoi le timeline de votre projet, c'est quoi que vous devez faire là tout de suite. Est-ce qu'il y a une amélioration justement que vous devez faire en 2024? Bien, dans ce cas-là, ça sera pas CIPEM qui va payer l'implantation. Donc, on regarderait d'autres subventions. Mais après ça, tu peux te dire justement avec tes 3 cahiers de charges de CIPEM que tu as fait, bien, gars, il y a un projet que je vais faire cette année, il y en a 2 que je fais l'année prochaine avec CIPEM, mais ceux que je fais cette année, quelle subvention qui existe? Là, c'est là qu'il faut que tu ailles voir d'autres bailleurs de fonds. Puis après ça, justement, là, je n'ai mis quelques-uns qui vont beaucoup fitter dans des projets de AI, mais aussi d'innovation en général, parce que justement, on va dire le Scale IA que j'ai mis en premier, qui c'est un programme qui subventionne des projets d'implantation ERP, surtout dans l'implantation d'IA dans le manufacturier principalement pour améliorer la chaîne de logistique. Mais il y a aussi les autres programmes qui, eux autres, sont vraiment pour tout type d'amélioration, d'optimisation d'entreprise. Puis c'est un peu ça aussi qu'on parle. C'est quand on dit on a une amélioration ou de l'intégration d'IA dans une entreprise, réellement,
ça va rentrer dans un plus gros projet qui est optimiser cette entreprise-là, souvent. Il y a des projets, justement, d'innovation en IA, mais il y en a que, justement, si on veut améliorer ta gestion de TPO ou ton BI à travers de l'IA, ben, tu optimises aussi l'efficacité de ton entreprise. Donc, il y a d'autres subventions qui peuvent s'appliquer à ce moment-là. Là, justement, il va y avoir le SR qui va bientôt réouvrir. Il y a les crédits d'impôt C3I, Paris, RSDE, qui sont toutes accessibles en ce moment. Il y a même le C3I, qui ça va pouvoir faire un crédit d'impôt sur les dépenses qui sont faites depuis mars 2020 en innovation, puis dans ce genre de dépenses-là. Donc, c'est des salaires, c'est des dépenses de consultants externes, c'est de l'achat d'équipements, tout ça. Donc, il y a beaucoup qui peut être obtenu à ce moment-là. Puis aussi, justement, c'est quelque chose qui pourrait se dire, regarde, si on n'a pas de CIPEM cette année, bien, on fait CIPEM pour les cahiers de charges, mais on n'a pas de CIPEM pour l'intégration. On va aller chercher ces autres programmes-là, se rembourser. Puis l'autre volet qu'on voulait faire en 2025, bien là, on le fera quand ça arrive. C'est sûr que là, ce qui a l'air de... Bon, en fait, le ministère a l'air de se diriger vers là pour les programmes d'innovation, par exemple, et l'ESSA, c'est peut-être se tourner un peu plus vers du prêt que vers de la subvention. Des fois, ça vaut peut-être un peu la peine quand ton projet est pressant d'aller vers du prêt. Exact. Il faut balancer le risque aussi. Là. Exact. Le volet 2, 3, 4 de SR, c'est des prêts. Le volet 1, c'est des subventions, par exemple, en ce moment, ou en tout cas avec les nouvelles qu'on a en ce moment. Puis ils ont dit qu'elle allait le relancer prochainement, parce que le 2, 3, 4 a déjà été refinancé. Mais oui, il y a subventions de SR, puis après ça, il y en a d'autres aussi qui vont être plus sectorielles. Ce qu'on va faire normalement, parce que ça, c'est les plus grands noms, les noms qu'on connaît quasiment tous déjà, mais justement, c'est plus les programmes régionaux souvent qui vont faire une différence pour nous autres. Puis quand je veux dire régionaux, je veux dire vraiment municipal. Puis là, j'en parlerai tantôt parce qu'on va faire les études de cas en premier, mais ça va surtout se passer sur le portail client Hello Darwin, où est-ce qu'on a le répertoire de toutes les subventions disponibles au Canada. En ce moment, je checkais tantôt, il y en a 1757, je pense. Donc, au fédéral, provincial, municipal. Puis là, justement, les trois ici, on les connaît pas par cœur. Puis moi non plus, même je suis là-dedans tous les jours. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va le filtrer avec les critères de l'entreprise, c'est quoi le projet, qui est ouvert en ce moment, exact, la région. Puis là, on voit qu'est-ce qui est disponible, puis sur quoi est-ce qu'on peut appliquer en ce moment. Ouais. Donc ça va surtout être ce qui est le plus disponible et accessible pour faire un projet là maintenant. Mais je pense que le mieux, en effet, c'est de se dire c'est quoi que je dois faire cette année, c'est quoi que je peux faire l'année prochaine. Comme ça, tu échelonnes ça, puis tu sais quelle subvention tu peux aller bénéficier. Ouais. Ouais, puis c'est ce qui est intéressant aussi pour les clients, parce que tu disais, même moi, je les connais pas toutes, mais il y en a tellement, puis ça change dans le temps. Oui, à toutes les jours. Là, pour un client qui est dans telle région, OK, maintenant je veux faire mon projet maintenant, c'est quoi qui est disponible? Puis là, les gens, tu essaies d'appeler au ministère, ils changent. Là, la personne qui était là, contact est partie. Fait que de faire affaire, mettons, avec quelqu'un, un partenaire qui va t'aider à aller chercher ces subventions-là, je pense que c'est là qu'il y a la valeur. D'avoir le partenaire qui va pouvoir te conseiller rapidement sur quelles subventions sont disponibles maintenant puis lesquelles tu peux aller chercher. C'est ça, parce que tout le monde connaît sa propre subvention quand tu vas parler au ministère ou aussi ou au ça, puis c'est bien normal, ils connaissent pas les programmes à gauche, à droite pour leur industrie spécifique, pour ta région spécifique, et ci et ça. Donc, en effet, puis je comprends aussi que les entrepreneurs en soi veulent pas regarder ça eux-mêmes. À chaque fois que je leur en parle, ils me disent « Ouais, je sais qu'il y a des subventions, mais j'ai pas le temps de faire ça. » Puis c'est sûr. Là, un canal où tu vas aller chercher l'information. C'est peut-être le conseil d'innovation qui essaie d'en faire, qui en fait beaucoup. Il y a des plateformes aussi, des conseils d'innovation. Mais oui, c'est ça. C'est ça. L'ISDA a une version aussi de ça, de répertoire de subventions. Mais tu sais, eux autres, justement, ils n'ont 1600. Parce qu'eux, ils font juste le fédéral, provincial, municipal. Puis nous, le municipal, c'est là qu'on a le plus de difficultés parce que c'est des sites encore plus répertoriés à gauche, à droite. Là, on est dans des discussions avec justement beaucoup de municipalités au Québec pour voir comment est-ce qu'on peut centraliser toute cette information-là parce qu'eux, ils veulent distribuer leur argent aussi. T'sais, ils veulent que cet argent-là aide les entreprises. C'est ça. Puis nous, un des aspects qui a le plus de succès puis de popularité un peu dans les supports de subventions qu'on fait, c'est aussi ce qui est vraiment local. Donc, il y a le développement économique Longueuil qui a plein de subventions en expertise de tout type. Donc, ça pourrait être un expert pour un ERP, pour du marketing, pour une étude de marché, mais ça, c'est pour justement les entreprises de Longueuil. Mais tough à répertorier. Oui, on a fait un projet en Beauce pour une entreprise qui sont dans les... ils fabriquent des portes. Puis eux, ils sont allés intégrer on appelle ça un configurateur de produits. Tu as des portes de différents types, différents modèles, différentes grosseurs, puis il faut qu'ils montrent aux clients une cotation selon le type de porte qu'ils ont besoin eux autres. La nature, la couleur. Exactement, la couleur, la grandeur, le type de bois, tout ça. Fait que ils sont allés chercher une subvention avec la Chambre de commerce en Beauce. Mais cette subvention-là n'est pas disponible ailleurs au Québec. Là. De ce que moi je connais, il y en a peut-être d'autres avec d'autres chambres de commerce qui peuvent les aider. Mais c'est local. Fait que tu vas en avoir comme ça, je pense, des subventions localement. Puis quand tu vas faire avec un partenaire, nous autres, on le voit. En tout cas, nos clients...
qui font affaire avec des partenaires pour les aider avec les subventions, souvent, ils ont plus de succès parce que aussi, à un moment donné, vous savez ce que vous faites, vous savez à qui parler, vous avez des contacts. Fait que quand tu pars de zéro, ben, ça prend beaucoup plus de temps. À un moment donné, je pense à un langage aussi. Là, tu te développes. Exact. Ben, incertitude technologique. Des mots du langage. Je disais pas ça avant de travailler là-dedans. Est-ce que tu parles le fonctionnaire? Oui, c'est ça. Exact. Quelques acronymes. Donc, je pense que c'est toi qui nous commence avec les études de cas. Après ça, c'est Jonathan. Après ça, c'est moi. Oui, ben, j'ai quelques cas à présenter dans le fond. Je vais peut-être pas tous. Sommairement, c'est ça. là, On n'a pas beaucoup de temps non plus. Un des cas qui est passé par le CIPEM, qui vient d'être financé, fait que le projet, je veux dire, où il vient d'être débuté, où il va être débuté chez Canatel, qui est un fabricant d'acier. Leur projet, c'est une nouvelle plateforme qui permet de communiquer à travers l'entièreté de l'entreprise. Ils ont réalisé que ce qui existe sur le marché, justement, pourrait pas pallier à leurs problèmes puis à leurs besoins de communication puis de gain de productivité. Ils ont réalisé qu'il faut qu'ils développent une plateforme d'eux-mêmes pour, détecter des problèmes, qu'il y ait des communications entre les machines, que chaque personne dans l'usine ait de la bonne information au bon moment avec les bonnes alertes pour vraiment que la chaîne n'arrête jamais, que ce soit le plus rapide, le plus efficace possible. On est vraiment dans un projet qui n'a pas encore débuté, qui vient d'être financé là, officiellement. De toute façon, CIPEM, ça a commencé récemment. Ça a commencé cette année. Oui, ça a commencé cette année, là, justement. Je pense qu'il a été lancé... non, il a été lancé en 2023, je ne me trompe pas, le 30 juin. Puis ça, c'est de mes souvenirs. Là, je ne travaille pas dans le programme directement, mais ça va faire un an au total qui a été lancé. Ça a pris à peu près un an vidé une enveloppe. Ça, c'est pour Canatel. On a eu quelques autres projets, là, un peu plus de mon côté là, en IA. Des projets, par exemple, là, je vais juste les shooter là, pour des systèmes de traitement d'eau qui permettent justement de détecter des anomalies le plus rapidement possible grâce à l'intelligence artificielle. On en a dans le domaine je ne vais pas toutes les nommer, là, du metaverse, par exemple, pour permettre de détecter lorsqu'il y a des... comportements haineux. Exactement, quand il y a des comportements haineux, quand il y a justement, c'est des enfants aussi qui jouent à ça, donc détecter lorsqu'il y a un réel problème pour venir réduire justement la haine sur ces plateformes-là, puis ça devient de plus en plus utilisé. Fait que c'est là que ça se passe en ce moment. On a dans le domaine de la santé, donc on détectait des cas de scoliose grâce à des caméras, puis voir le progrès de la scoliose, plutôt qu'aller faire des radios. Donc, c'est beaucoup d'enfants là, qui vont faire des radios à peu près au mois, 2 mois, 3 mois, puis ce qui est très nuisible là, pour eux. Donc, on trouve des nouvelles manières de répondre à ce besoin. Sinon, il y a des cas aussi dans le domaine minier, là, détecter des minerais spécifiques grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la vision. Donc, on a différents projets dans différentes sphères en IA, mais c'est ça. Là, on parle vraiment de solutions d'innovation en intelligence artificielle. OK, intéressant. C'est drôle, justement, j'ai une question qui vient d'être posée, là, qui disait, est-ce que vos subventions touchent les programmes de recherche en santé? Donc, ça peut s'appliquer à des projets dans la santé. D'une certaine façon. Là, ouais. C'est ça, on est 9 RSRI, donc le réseau sectoriel de la recherche industrielle, on est vraiment 9, puis chacun son secteur, mais nous, ce qui est cool, vu qu'on est dans les TI, c'est que ça touche quand même à tout. Que ce soit santé aérospatiale, peu importe, on va quand même faire des projets tant que c'est des projets qui traitent du numérique. Là. OK, intéressant. Ça, on peut quand même le sauter. Là. C'est un projet aussi qui a été réalisé avec Axio, parce qu'on avait une petite vidéo, mais ça vaut peut-être pas la peine de la rouler, qui est un projet qui permet justement sur des chaînes de qualité de détecter si les seringues sont utilisables. Donc, c'est vraiment dans le soluté, là, en fait, qui est dans la seringue, c'est détecter des microparticules grâce à la vision. Puis ça, c'est un projet qui a été fait par Axio. Puis Axio, qui est une super entreprise, là, ils ont été acquis il y a quelques années par Vauban aussi, suite à de beaux projets comme ça. Là. Ça a été fait avec Stipem récemment, c'est ça? Non, ça a été fait il y a quand même quelques années avec partenariat. Donc, c'est une collaboration avec l'ETS, si je ne me trompe pas. OK. Donc, justement, quand ça va être la réitération de ça, ça serait plus dans ce type de projet-là que ça tomberait? Ça peut toucher à tout. Je vous dirais encore là, c'est du cas par cas. Donc, discuter avec les gens chez Prompt, les conseillers, puis après ça, on vous dirige vers le bon programme. Si c'est nous, sinon vers d'autres gens qui peuvent les accompagner, comme Hello Darwin, par exemple. Justement, sur ce sujet-là, puis en tout cas, je vous mettrai en contact tantôt. Jonathan, il y a quelqu'un qui a posé une question. Quel est le meilleur moyen de communiquer avec Anware? Donc, j'ai besoin d'avoir une conversation avec nos besoins. Donc, en tout cas, ça a été parfait. Par courriel, par téléphone. Exact. Je vais m'assurer qu'on vous mette en relation les deux. J'ai le nom justement d'Arnaud ici, là, donc je m'assurerai de faire ça. Super. Good. Avec plaisir. On fait
comme je disais tantôt, plusieurs types de projets d'innovation. Un de ces exemples-là, c'est avec des cobots. C'est certain qu'on a vu ça à l'Amazon. Tout le monde a vu un peu les vidéos sur Internet d'un entrepôt avec les lumières fermées, puis tu as des robots qui se promènent partout. On n'est pas rendu là dans le PME. Il y a quelques années, c'était très cher. Donc, c'était pas abordable pour une PME de penser automatiser avec des robots. Maintenant, les coûts ont diminué énormément. Donc, les coûts ont diminué. Les temps d'autonomie pour ces robots-là qui sont à batterie, dans le fond, qui sont rechargeables, se sont beaucoup améliorés aussi. Donc, là, on se retrouve avec différents types de robots qui sont capables de faire différentes tâches à un prix abordable pour une PME. Surtout qu'en plus, les gens ont de la difficulté à recruter, comme on dit tantôt. Donc, on se retrouve avec des fois, je me souviens un cas, on avait 2 clients, un au Canada, un aux États-Unis. Dans le même type d'industrie, c'était des compétiteurs, mais pas compétiteurs. Ils vendaient à peu près les mêmes choses, mais pas dans le même marché, donc ils ne se compétitionnaient pas vraiment. Un client qui était chez nous depuis longtemps, puis un nouveau client qui voulait regarder pour un ERP. Puis bref, on les a mis en contact ensemble. On a dit, parlez, c'est le fun que vous parliez, vous allez voir un peu partager ça. Puis on s'est rendu compte que dans leur entrepôt, celui qui était avec nous, qu'on avait automatisé, avait la moitié moins d'employés que le client qui n'était pas avec nous, finalement. Okay. Donc, quand on parle de productivité, souvent, les gens sont comme, c'est quoi qu'on va sauver? C'est quoi l'avantage d'un ERP ou d'un logiciel de gestion d'entrepôt? C'est ça, c'est là qu'on voit la différence. Même grosseur d'entreprise, même type de produits qui sont vendus. Moitié moins. Le calcul est rapide. Le calcul, il est là. Fait que c'est ce genre de... Puis on parlait tantôt, si dans votre entreprise, il n'y a pas d'avantage, faites-le pas le projet. S'il n'y a pas de retour sur investissement, moi, je dis ça souvent, on dévend. S'il n'y a pas d'avantage pour votre entreprise, vous ne le voyez pas, faites d'autres choses. En tout cas, chez nos clients, de l'argent ou des projets, il y en a plein. Tu peux mettre de l'argent dans des machines, tu peux mettre de l'argent dans engager des nouvelles ressources aux ventes ou whatever. Fait qu'il faut que le projet fasse du sens financièrement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Même si tu as des subventions, si le projet ne fait pas de sens, fais-en un autre. Puis là, c'est là qu'on disait tantôt, priorise tes projets, puis il va ceux-là qui ont le plus bon retour sur investissement. Exact. C'est ça, c'est que toute entreprise a à peu près une vingtaine de choses qui pourraient améliorer. Là, pointe quelque part, puis tu peux améliorer ça probablement. Rendu là, en effet, c'est quoi qui a le plus retour sur investissement c'est quoi qui coûte le moins cher puis qui me ramène le plus. Des fois, tu as peut-être un gros projet que tu vas mettre 100 000 dessus, 200 000, puis ça va te ramener justement un gain d'efficacité intéressant, mais peut-être c'est ton projet à 5-10 000, puis d'en faire 2-3 de même qui te ramène un quick win tout de suite, puis qui t'aide à te motiver à rester sur une optique d'optimisation. Donc, ça vient rentrer là-dedans. Mais oui, j'ai bien du monde qui me disent, c'est ça, tu sais, je veux pas juste m'inventer des dépenses pour des subventions. Puis c'est ça, des subventions, c'est un rabais. Là. Moi, c'est comme ça que je dis. Là. Tu vas pas t'acheter une télé parce que tu as 30% de rabais si tu en as 2 à la maison. Tu vas voir ce que tu as besoin d'acheter. Quand il y a un rabais, tu en profites. Oui, un exemple concret pour une entreprise manufacturière avec qui on travaillait, eux, là, ils viennent nous voir puis ils veulent planifier, automatiser la planification de leur plancher de production puis commencer à capturer du temps sur leur plancher de production puis du matériel. Puis là, on jase avec eux, puis là, finalement, on descend un peu dans les besoins, puis on dit, OK, mais c'est quoi le pourcentage de ta main-d'œuvre dans ton coût de fabrication de tes produits? C'est presque rien. C'est le produit qui est la plus grosse, les composantes. Je dis, OK, mais pourquoi vous voulez capturer du temps sur vos bons de travail? Les gars vont devoir aller scanner du temps, partir avec un scanner ou aller à un scanner. Dans un cas comme ça, faites juste une moyenne. Puis on va faire un backflush, excusez l'anglicisme. À la fin de quand vous allez fermer votre bon de travail, on va backflusher le temps, puis on va juste capturer le matériel au pire. On s'invente pas des problèmes. Là. C'est ça, exact. Fait que, c'est un exemple concret des fois, il faut réfléchir à oui, on essaie de tout automatiser, mais il y a des choses que des fois, ça vaut pas la peine d'aller jusque-là. Puis des fois, c'est sûrement quand tu es dans l'entrepreneur, tu te dis, ça, c'est la suite logique de l'optimisation que je dois faire. J'ai vu mes compétiteurs ou mes autres partenaires que je sais qui ont d'autres entreprises qui font ça. Je suis rendu à ça moi aussi. Mais est-ce que c'est là pour toi spécifiquement que tu es rendu? Peut-être pas. Là, Exact. Autre exemple tout ce qui est robot, là, c'est ce qu'on a fait depuis les dernières années. On a travaillé beaucoup là-dedans. Au niveau CRM, où est-ce qu'on est allé dans l'automatisation, c'est beaucoup de linker la portion marketing et la portion CRM. Parce que là, souvent, tu avais ton CRM qui était là, mais tu avais un autre outil pour ton marketing. Là, oui, dans les dernières années, il y a des solutions comme Créatio, HubSpot, il y en a d'autres qui sont arrivées. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que tu as toute l'intelligence d'affaires qui embarque en arrière de ça. Nous, avec Créatio, ce qu'on a aimé, c'est que c'est une solution low-code, no-code. C'est encore pas tant connu, mais ça commence à se propager au Québec aussi.
Donc, des solutions où est-ce que tu n'as pas besoin d'un programmeur pour aller modifier ou ajouter des choses dans ton interface ou de faire une application mobile. Tu as déjà plein de templates que tu peux juste rassembler ensemble, puis sans être programmeur, tu peux bâtir ta solution, l'adapter. Donc là, tu as des leads qui rentrent, exemple, de ton site web, tu as des gens qui consultent ton site web, automatiquement, ça rentre dans ton CRM, ça peut envoyer un email, ça peut générer une activité pour une personne aux ventes, pour les contacter. Donc là, tu commences à avoir de l'intelligence en arrière. Puis justement, comme tu l'as dit, tu n'as pas nécessairement besoin de t'engager un programmeur à temps plein pour gérer ça. Après, donc, tu sais, quand tu es une PME, que tu ne veux pas nécessairement avoir justement une équipe TI ou une équipe technique à l'interne, tout ça, puis tu ne veux pas nécessairement avoir des milliers de factures par semaine pour aller changer une virgule sur une petite affaire qui a déjà été planifiée, bien, justement, du no-code, c'est une très bonne alternative. Là, oui, puis la majorité des PME, ils n'ont pas quelqu'un sur le staff qui fait juste du DTI, mettons. Là, ça arrive, là, dépendamment de la grosseur de l'entreprise, où est-ce que les gens sont rendus, des besoins, tout ça. Bien là, à un moment donné, ça peut devenir indispensable d'avoir quelqu'un, mais il y a beaucoup de nos clients qui ne sont pas encore rendus là à avoir quelqu'un 100% dédié au TI, mettons. Donc, c'est sûr que d'avoir des logiciels qui s'adaptent plus facilement, qui se modifient plus facilement, un peu d'intelligence artificielle en arrière de ça, bien, ça permet de peut-être allonger le délai où est-ce que le jour où tu vas être rendu à engager quelqu'un à temps plein, mais si tu peux agrandir ce délai-là d'1 an, 2 ans, 5 ans, bien, c'est intéressant. Tu as sauvé cet enfant-là pour le mettre ailleurs. Yep. Intéressant. Je pense que c'est à mon tour. On s'en repasse avec quelqu'un. Yep. Voilà. Merci tout le monde. Donc, dans un projet de transfo numérique d'IA, qui fait quoi? Tu sais, quand on parle de autour de la table, là, pourquoi on est les trois autour de ces tables-là, en gros? Tu sais, il y a justement... On l'a un peu vu, je pense, à travers la conversation. Là. Il y a comme une raison pourquoi les trois, on est dans la discussion. Puis chacun a son expertise. C'est plusieurs projets très complexes. Quand tu parles de quantique, je comprends rien. Quand tu parles de robotisation, je comprends de moins en moins. En tout cas, puis quand je parle d'autres programmes de subvention, vous ne comprenez plus. Donc, chacun son milieu. Puis j'ai l'impression qu'en se rejoignant à l'intérieur de ça, on arrive à trouver de quoi de vraiment intéressant. Puis justement, tu sais, Hello Darwin, nous, on vient agir un peu comme le Kent Nagano d'une planification d'un projet comme ça. Là, on vient orchestrer c'est qui les bons acteurs avec qui on devrait travailler pour ça. Parce que justement, pour un projet d'intelligence artificielle, justement, ça va être Promptinov qu'on irait parler, mais il y aurait peut-être aussi à d'autres bailleurs de fonds qu'on irait parler en même temps, puis d'autres planifications, plusieurs acteurs dans un projet du genre. Puis c'est aussi justement de trouver les bons sous-traitants, les bonnes agences pour mettre ça de l'avant, comme justement des partenaires fiables comme Anywhere, puis d'autres agences dans notre marketplace. Puis c'est aussi de faire justement toute cette planification-là qu'on disait quand un ERP, ça prend 2 ans, puis on est encore over budget. C'est de dire, tu sais, Hello Darwin, ce que je trouve qui est le fun de nous autres, puis que je veux qu'on reste comme ça tout le temps, là, c'est de dire on ne veut pas vendre le logiciel, puis on ne veut pas l'implanter parce qu'on a de la misère à conseiller si on fait ça. Parce que si tu vas voir un vendeur de Toyota, puis tu lui demandes c'est quoi la meilleure voiture, tu repars sûrement avec une Toyota. C'est pas mal inévitable. Donc, nous, notre but, justement, c'est on connaît les meilleurs partenaires dans tous ces différents logiciels-là. On connaît les bons bailleurs de fonds pour tous les différents financements. Puis après ça, on vous met en relation tout ensemble. C'est un peu comme ça l'objectif. Puis après ça, justement, au niveau des bailleurs de fonds, justement, Promptinov, ce que vous venez faire, c'est conseiller vraiment le client puis Hello Darwin à comment cadrer le projet dans les programmes pour que ça fitte comme du monde. Vraiment donner ce conseil-là aussi. C'est un peu comme passer de l'idée au projet. Là, c'est ça. Réellement, là, exact. Concrètement, c'est OK, tu as une idée, tu as un projet. Qui peut t'aider justement à trouver ton expertise pour monter ton projet, la partie plus technique? Nous, on est là aussi pour regarder ton budget. Est-ce que ton budget est raisonnable? Est-ce qu'après ça, justement, on monte le projet avec toi? Fait qu'on regarde, ta problématique. Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que justement, c'est qui l'expertise qui va embarquer là-dedans? C'est quoi tes retombées finalement? Est-ce que tes retombées, tu vas penser? Est-ce que tu as parlé à des clients? Est-ce que tu peux aller nous chercher des lettres d'intention réelles? Parce que plus on dérisque ta subvention, ton projet, plus tu as de chances d'aller chercher cette subvention-là. Parce que rendu là, si tu es capable de montrer que l'an prochain, je vais faire 1 million grâce à ça. Il y a où le risque pour le ministère? Tu vas avoir des emplois qui vont être créés, tout vient avec. Là. C'est intéressant. Vraiment là pour passer l'idée au projet. Idée à projet, j'aime ça, puis projet à exécution. C'est ça. Ah oui. On a toute la chaîne qui est faite. On a toute la chaîne. C'est ça qui est le fun parce que, tu sais, on a des clients où est-ce que, mettons, une entreprise qui est au Québec, mais qui est aussi aux États-Unis. Donc, je parle présentement avec une entreprise, je discutais avec eux tantôt. Ils ont une unité d'affaires ici, ils ont grandi, ils ont été créés au Québec, mais là, ils rouvrent aux États-Unis l'année prochaine. Donc, ils cherchent un partenaire qui va être capable de les supporter puis d'implanter la solution pour le Canada, mais pour les États-Unis aussi. Fait que, c'est ça qui est intéressant de travailler ensemble, c'est que si un client qui lève la main et dit hey, « moi, j'ai besoin d'aide. OK, t'es où? Tu fais quoi? » Là, vous allez diriger vers un partenaire probablement qui est comme Anywhere, mettons. Si le client a besoin
Canada, États-Unis ou Canada, Europe, ou on va pouvoir probablement travailler ensemble. Il y a des chances qu'on travaille ensemble. S'il y a un client qui a un besoin spécifique, mettons un OSBL dans tel secteur, peut-être pas nous la meilleure solution, vous allez en avoir un autre de vos partenaires qui va pouvoir aider. Moi, ça me rassure tout le temps quand quelqu'un dit non, je peux pas travailler avec telle personne. Ça veut dire qu'au moins, il y a une barre, il y a un fil. Quand quelqu'un dit oui, mon audience cible, c'est tout le monde, ça me fait peur. Tu peux pas être bon, excellent dans tout. On dit souvent ça, un homme à tout faire n'est maître de rien. Ouais. C'est impossible. La plupart des entreprises en TI au Québec, c'est des PME aussi. Il y a des multinationales, mais qui vont faire plus du prêt de personnel. Mais les entreprises qui vont implanter des ERP, des CRM, souvent, c'est des PME. C'est des niches, idéalement. Des niches. Tu ne peux pas être bon dans tout. C'est impossible. Mettons, si tu as 100 employés ou 50 employés, tu ne peux pas tout faire avec 50 employés. Non, exact. Non, je suis d'accord. OK, intéressant. Moi, ça faisait à peu près le tour pour aujourd'hui. Il y avait une ou deux autres questions, mais c'était beaucoup aussi par rapport à comment est-ce qu'ils pouvaient nous contacter individuellement. Donc ça, pour répondre à ça, on va aussi envoyer une infolette suivant le webinaire, donnant un peu le lien YouTube de la vidéo. Ça, au moins, tout le monde va pouvoir y réaccéder. Puis aussi les informations de contact de tout le monde, parce que là, ça dépend où est-ce que vous êtes rendu un peu dans votre projet. Si vous êtes rendu justement à l'idéation, puis à savoir c'est par où est-ce que je commence, c'est quoi les subventions disponibles pour mon entreprise, ça serait Hello Darwin. Si c'est j'ai un projet d'IA, je sais pas si ça cadre, je sais pas, tu sais, je me demande, je vais parler à Samy. Puis après ça, si je suis rendu déjà, moi tout ça c'est fait, je suis prêt à partir, j'ai besoin de partir tout de suite, ben, je vais parler à Jonathan. Donc à la limite, vous pouvez faire un tour de table aussi, ça va pas nous déranger. Donc on vous enverra les infos de contact par la suite. Moi, ça va être tout pour moi. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, il y aura aussi les liens de contact dans l'infolette.